de votre présence. Vous êtes déjà 118 à vous être connectés et ça continue. Donc, on va laisser 1 ou 2 minutes et nous allons démarrer le webinaire rapidement. N'hésitez pas, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de Gaël Armand dans la liste des participants. N'hésitez pas à nous mettre en tout cas votre collectivité, votre entreprise, nom, prénom, notamment si vous posez des questions, hein, de manière à ce qu'on puisse les reprendre et vous y répondre précisément, hein, parce que sinon on va répondre qu'à des Gaël Armand. Hein, ce serait gênant, donc n'hésitez pas à mettre vos coordonnées sur le fil et notamment sur les questions que vous poserez. J'espère que vous serez très curieux et que vous allez nous en poser beaucoup. Alors, il y a encore des connexions. Hein. Nous sommes 133 à être connectés. On va attendre. Alors, on est content parce que ça arrive de toute la France. Hein. Donc, on a des collectivités de tailles différentes, visiblement. Alors, je vous propose de démarrer. Donc, moi, je suis Pamela Cristini. Je suis responsable régionale sur le secteur de l'Île-de-France. Je sais que certains de mes autres collègues sont également connectés, qui sont les interlocuteurs locaux pour le compte de SMAC Assurance. Je vais vous donner quelques chiffres rapidement sur qui nous sommes. Bon, beaucoup d'entre vous doivent nous connaître très certainement, hein, mais on souhaitait donc vous rappeler quelques chiffres rapidement. Donc, SMAC Assurance, c'est une gouvernance mutualiste. Hein, nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. Hein, nous avons un conseil d'administration et on a un process d'élection de mandataires mutualistes qui sont élus par les sociétaires. Donc, on est dans un processus démocratique de type mutualiste. Hein. On est né en 1974 et nous sommes entrés dans le groupe Vive en 2019. Nous faisons partie de la grande famille du groupe Vive maintenant. Aujourd'hui, que vous dire d'autre de SMAC Assurance, c'est que nous sommes quand même les assureurs spécialistes des territoires. Nous sommes extrêmement présents sur les collectivités locales et nous avons historiquement également un gros marché sur les associations et le monde de l'ESS, hein, économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui nous a réunis avec nos partenaires? Plusieurs choses. C'est que parce que nous pensons qu'on n'est pas là que pour être un assureur lambda et garantir vos dommages, enfin votre responsabilité. Pour nous, il était important, en tout cas, de développer des partenariats de services métiers autour des garanties que l'on vous proposait. C'est pourquoi, en fait, nous avons invité à ce webinaire TB Maestro, qui vous expliquera un petit peu qui ils sont, et évidemment Osmos, qui vous expliquera également quels sont les accompagnements qu'ils peuvent avoir avec vous. Donc, n'hésitez pas à leur poser énormément de questions. Le premier qui va démarrer, ça va être Stéphane Neuilly, qui fait partie de la prévention SMAC Assurance. Donc, n'hésitez pas également à lui poser des questions puisque lui va pouvoir également vous répondre sur notamment toutes les réunions thématiques que l'on peut faire, notamment pas seulement autour du patrimoine. Aujourd'hui, c'est le patrimoine, mais on fait également de la cybersécurité, de la gestion de risque, de la sécurité. On peut intervenir sur des questions environnementales également avec nos partenaires. Nous faisons également des formations et donc des réunions thématiques, que ce soit en distanciel ou en présentiel d'ailleurs. Nous avons également de nombreuses publications à la SMAC. N'hésitez pas à aller sur smac.fr. Et la dernière info que je voulais vous donner, c'était en tout cas le projet de création que nous avons d'un espace décideur SMAC Assurance destiné aux élus et aux décideurs territoriaux. Donc prochainement, on va vous solliciter en tout cas sur ces projets-là et sur ces laboratoires sociétaires. Voilà, je laisse la main
maintenant à Stéphane Neuilly. Et on lance le premier. N'hésitez pas à y répondre. Le premier sondage. Donc merci Pamela. Je vous laisse finir de voter. Donc bonjour à tous. J'ai donc le plaisir d'introduire ce webinaire et nous avions à cœur, avant de laisser la parole à nos deux partenaires représentés par Maxime Vancoli de TB Maestro et Thomas de la Martini d'Osmose, de présenter les axes d'accompagnement en prévention du patrimoine de SMAC l'assurance. Je suis Stéphane Neuilly, donc prêteur et référent prévention patrimoine, un peu plus de 8 ans maintenant, au sein du pôle prévention de la mutuelle. Voilà, le temps de régler, voilà. Hop. Donc, le pôle prévention SMAC la assurance, ce sont 10 personnes avec chacune leur spécialité dans un domaine de la prévention. Le pôle prévention intervient dans la prévention du patrimoine. Bien évidemment, c'est le thème qui va nous occuper tout au long de ce webinaire. Mais il intervient également en prévention du risque automobile par rapport aux flottes automobiles présentes chez nos sociétaires et aussi pour la santé, sécurité au travail, la prévention de la santé pour les agents des collectivités en lien bien évidemment avec l'assurance du risque statutaire. C'est un enjeu fort pour SMAC l'assurance de proposer à différents niveaux d'intervention un accompagnement sur la maîtrise des risques et cela de façon très générale. À mon sens, l'assurance doit être véritablement considérée comme un outil au service du management des risques et n'est pas une fin en soi. Préserver l'assurabilité doit donc devenir un des objectifs de ce partenariat qu'on pourrait qualifier de gagnant-gagnant entre un assureur et un assuré. Pour cela, nous proposons et réalisons à la demande de nos sociétaires des plans de prévention. À titre d'exemple, vous trouverez illustré sur les photos de ce slide, donc en partant de la gauche, des fleurons du patrimoine français. Stéphane, excuse-moi, oui. je te coupe, il y a un écho. A priori, on n'est pas les seuls à avoir cet écho. Donc, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose de ton côté pour réduire ça. Voilà. Désolé pour la coupure. Non, pas de souci, Thomas. Par contre, je ne vois pas d'où ça pourrait venir. Est-ce que tu peux mettre une oreillette? Alors, je vais peut-être… Ouais. Je vais tenter quelques manœuvres. C'est les aléas du direct. Est-ce que c'est mieux ainsi? Est-ce que c'est mieux ainsi, Thomas? Ça a l'air. Continue de parler, je te dirai si ça se poursuit. Voilà, bon, n'hésite pas à m'interrompre si ça se poursuit. Ça a l'air mieux. Ok. Donc, oui, je disais qu'à titre d'exemple, sur l'intervention du pôle prévention, de par la réalisation des plans de prévention, vous pouvez voir sur ces quelques exemples d'illustrations le château du Haut-Königsbourg, un des fleurons du patrimoine français, propriété du conseil départemental du Bas-Rhin, voilà, sur lequel nous sommes intervenus avec les collègues du pôle prévention. Vous voyez également la photo du milieu, l'Opéra de Nice, un des plus beaux opéras de notre patrimoine. Je vous renvoie d'ailleurs, je pense que Gaël mettra le lien dans le fil de la discussion.
Je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo #Serein avec SMAC au cœur de l'Opéra de Nice, où vous pourrez découvrir les coulisses d'une visite prévention. Et enfin, sur la troisième photo, vous pouvez voir un ensemble d'habitations gérées par un de nos sociétaires, qui est l'Habitat Sud-Atlantique, envers lequel nous sommes également intervenus pour des problématiques de prévention. Donc, comme vous l'avez compris, nous proposons nos services à l'ensemble de nos sociétaires, tout marché confondu, qu'ils soient entreprises, associations gestionnaires, bailleurs sociaux et également collectivités publiques. Essayer de répondre aux problématiques et enjeux du terrain, voilà ce qui nous guide à proposer des solutions innovantes. C'est le cas des deux solutions, TB Maestro et Osmose, nos partenaires qui vont vous être présentés tout de suite après mon intervention. C'est aussi, par exemple, et j'avais à cœur de le citer, notre tout dernier partenariat, et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, avec Bâti-Registre, solution digitale de gestion et pilotage des registres de sécurité. Donc, tous ces services sont disponibles au sein de l'espace, de votre espace assuré, auquel, bien évidemment, chacun de nos sociétaires a accès. L'espace assuré est un point de convergence des services SMAC et bien évidemment de ceux consacrés à la prévention au travers d'un encart dédié. Vous y trouverez à cet endroit un ensemble de réponses en termes d'outils. Je pense particulièrement aux documents uniques, à la box qualité de vie au travail, à l'autodiagnostic des risques, mais aussi un ensemble de contenus au travers de fiches thématiques, de guides thématiques et de fiches services. Alors, si nous revenions à notre question fondamentale, pourquoi faire de la prévention? Vaste question, et bien évidemment, qui appelle à un ensemble de réponses tout aussi vastes. L'accroissement de notre exposition à tout type de risque est désormais une certitude. Si on se base sur un angle de vision risque naturel, 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, un chiffre à retenir en constante évolution. Le coût des dommages liés aux événements climatiques en France au titre de l'année 2019. Le montant versé par les sociétés d'assurance, donc source du rapport annuel d'activité de la Fédération française des assurances. Lothar, Xynthia, Eleanor et tout récemment Justine ne font que renforcer cette exposition. Des conséquences, des sécheresses, des inondations, submersions marines, même des séismes, rappelez-vous, avec la commune du Teil lourdement touchée en novembre 2019, sont également autant d'illustrations. Ce qui induit indubitablement à revoir au niveau des sociétés d'assurance, au niveau des législateurs, le régime assurance catastrophe naturelle. On pourrait aussi avoir un angle de vision en lien avec l'incendie. Des nouveaux matériaux de plus en plus présents au niveau des constructions de bâtiments en lien avec l'isolation, le développement durable, mais qui induisent également des changements dans les cinétiques d'incendie, rendant parfois compliqué l'intervention des services d'incendie et de secours. Des nouvelles énergies, je pense à l'électricité, les panneaux photovoltaïques et demain l'hydrogène, nouvelle énergie en place d'être présent sur les territoires pour des questions de mobilité. Je pense aussi à une question qui est l'assurabilité. On aura l'occasion de revenir sur cette question-là. Et puis notamment sur des secteurs sinistrés en matière d'assurance. Je pense tout particulièrement au secteur déchets, pour lesquels aujourd'hui préserver l'assurabilité est un combat de tous les jours. Et bien évidemment, d'autres types de risques. Pamela parlait de la cybermalveillance pour lesquels une forte exposition est constatée, notamment en période de pandémie avec le télétravail. Tous ces constats nous amènent indubitablement à considérer l'impérieuse nécessité de la prévention. La perception des enjeux guide également les différents acteurs à mettre en place de la prévention. Quelles conséquences occasionne
cautionnerait la réalisation d'un événement redouté. Bien évidemment, toute personne, tout patrimoine peuvent être affectés à la survenance d'un événement dommageable. Mais à quel niveau? Tout d'abord, les conséquences directes. Conséquences qu'on a l'habitude d'apprécier, la destruction d'un bâtiment, d'outils de travail, de perte de contenu. Un peu moins lisible, peut-être, les conséquences indirectes. De manière statistique, elles représentent environ 5 à 6 fois le coût des conséquences directes. Toutes ces conséquences, in fine, pourront amener à une rupture de la continuité d'activité et de services. Également à des perturbations plus ou moins durables de l'organisation, à une réorganisation ou à une restructuration forcée de certains services. Et bien évidemment aussi des conséquences d'atteinte à l'image de la personne morale. Il devient donc nécessaire de pouvoir maîtriser ces risques et cela doit être nos objectifs. Réduire les risques au travers de leur récurrence, au travers de leur gravité, avec un point de vigilance sur les risques récurrents, souvent révélateurs de faiblesses organisationnelles. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Un autre objectif qui est de pérenniser l'organisation et l'état du patrimoine. TB Maestro et Osmose en parleront d'ailleurs. Et puis un point peut-être secondaire, mais tout aussi important, j'en parlais juste avant, qui est de préserver les conditions d'assurabilité. Bien avoir en tête que l'assurance dommage n'est pas une assurance obligatoire. Bien avoir en tête également que l'assurance n'intervient qu'au titre du transfert concernant les seules conséquences pécuniaires d'événements dommageables garantis, c'est-à-dire qu'elles interviennent dans un périmètre qui est fixé par le contrat d'assurance. Et ce périmètre n'englobe jamais la totalité des conséquences directes et indirectes telles que l'on a pu le voir précédemment. La nécessité donc d'évaluer ces enjeux pour positionner une prévention adaptée devient importante. Au travers de ce slide, on voulait vous présenter quelques illustrations de possibilités d'accompagnement présentées autour de 4 étapes formalisant une démarche globale de prévention. Premier point, l'identification et l'évaluation des risques. Quelles sont les vulnérabilités? Les risques liés à l'activité, les risques liés au bâtiment, mais aussi à des faiblesses organisationnelles. Point important pour lequel SMAC Assurance propose un outil, l'autodiagnostic, qui permet de dresser un bilan organisationnel de votre prévention en 4 grands thèmes. Deuxième point, élaborer un plan de prévention. Suite à un diagnostic bâtimentaire et aussi organisationnel, comme on vient de le voir, il est nécessaire de mettre en place un plan de prévention et de sécurisation hiérarchisé. Ce plan de prévention ou de sécurisation, pour être le plus efficace possible, à notre sens, doit aborder 3 grandes thématiques qui sont la technique, l'humain et l'organisationnel. Vous allez comprendre pourquoi. Je cite souvent l'exemple d'un extincteur. À quoi sert un extincteur si, in fine, des consignes claires et lisibles ne sont pas définies et si aucune personne n'est formée à leur utilisation? Troisième point, déploiement d'action. Il s'agit là de pouvoir proposer des solutions d'expertise par des partenaires experts. TB Maestro et Osmose en font partie. D'autres partenaires pourront également répondre à des questions que vous vous posez. On pourrait prendre l'exemple d'un bâtiment vulnérable avec des enjeux importants, une réserve de musée par exemple, équipée d'une détection incendie. Et forcément, la question qui se pose, c'est est-ce que ma détection incendie sera opérationnelle, sera efficiente le jour où elle sera sollicitée? On n'a pas droit à l'erreur.
Dans ce contexte-là, SMAC l'assurance, au travers de partenaires dédiés, peut vous accompagner. Le point 4, mesurer l'efficacité. Il s'agit là de marquer un temps d'arrêt sur le plan d'action, son pilotage, l'accomplissement d'un plan de prévention et de sécurisation, par l'intermédiaire de mise en place d'indicateurs pertinents, clairs, compréhensibles par tout le monde, qui vont permettre de piloter ce plan d'action, de marquer aussi un temps d'arrêt au vu des retours d'expérience, des solutions déployées. Est-ce qu'elles sont efficientes? Est-ce qu'elles permettent de maîtriser les risques et d'ajuster, bien évidemment, si cela s'avère nécessaire. En synthèse, 3 conseils, 3 éléments phares à la mise en place d'un plan de prévention du patrimoine. Premièrement, réaliser un état des lieux de votre patrimoine en mode approche globale. Qu'est-ce que le mode approche globale? C'est-à-dire que la photo doit être prise avec un angle de vue aussi large que possible. Souvent, on part d'une solution, d'un point de détail. Je prendrai l'exemple, par exemple, de la vidéosurveillance ou de la vidéoprotection que l'on souhaite mettre en place sans s'être posé les questions de l'analyse globale des vulnérabilités. Deuxième point, la mise en place, inclure à votre diagnostic un diagnostic organisationnel. On en a parlé. Le plan organisationnel est souvent le maillon le plus faible d'une chaîne de prévention. C'est aussi le liant aux solutions techniques. Souvent, les faiblesses se cachent effectivement à ce niveau-là. Et puis, troisième point, définissez et pilotez un plan d'action et réajustez-le si nécessaire. Et enfin, un dernier conseil qui figure sur cette slide, spécifiquement dédié aux collectivités ou autres acteurs qui passent par des appels d'offres en matière d'assurance, pensez à inclure la prévention au sein de vos cahiers des charges. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me poser vos questions sur le chat et je donne tout de suite la parole à Maxime Vancoli de TV Maestro. Très bien. Merci Stéphane pour cette présentation. Alors bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'il y aura un peu moins de soucis de son qu'au démarrage, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter. De toute façon, on vous enverra le replay à la suite du webinaire. Donc, nous allons à présent nous intéresser à la réalisation d'un outil permettant aux collectivités ainsi qu'à n'importe quelle organisation amenée à gérer un patrimoine immobilier de planifier ses opérations immobilières, à savoir le schéma directeur immobilier ou encore SDI. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Maxime Vancoli, je suis responsable du pôle administration publique et médico-sociale chez TV Maestro. J'exerce dans cette entreprise depuis maintenant 10 ans et j'ai démarré en tant que chef de projet sur des missions opérationnelles, donc des audits et des SDI pour des collectivités territoriales. Et je supervise des chefs de projet travaillant pour des maîtres d'ouvrage publics depuis maintenant un peu plus de 3 ans. TV Maestro, on y reviendra un petit peu plus en détail par la suite, mais en quelques mots, nous sommes des AMO, donc des assistants à la maîtrise d'ouvrage, spécialisés dans le conseil en gestion de patrimoine immobilier. Alors, avant de démarrer cette présentation, et comme pour celle de Stéphane, on va vous poser une petite question relative au sujet. Je vais la faire apparaître. Hop. Maestro. Donc voilà, la question est relativement simple, hein, c'est connaissez-vous la taille de votre patrimoine immobilier, donc taille, nombre de bâtiments ou nombre de mètres carrés? Je vous laisse y répondre, on a quelques secondes. Écoutez, on va figer les résultats. Là, c'est vraiment quelques secondes qu'on se laisse du coup pour cette question. Hop, donc on voit qu'on a quand même
une forte majorité de oui, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, on constate que les prérequis sont validés chez la plupart d'entre vous. Alors, par contre, c'est vrai que je suis, on va dire, relativement surpris par ce résultat, parce qu'habituellement, voilà, lorsqu'on est amené à rencontrer des gestionnaires de patrimoine pour des collectivités territoriales notamment, on constate en fait une connaissance partielle ou un manque encore aujourd'hui sur la connaissance exhaustive de son patrimoine. Donc, ce qui peut présenter en fait un souci lorsqu'on veut construire une stratégie immobilière. Alors, je vais revenir à ma présentation. Donc, vous l'aurez compris, en tant que gestionnaire de patrimoine, il est important de savoir ce qu'on est amené à gérer, donc le nombre de bâtiments, le nombre total de mètres carrés, ceux qui sont occupés, ceux qui ne le sont pas, identifier si vous êtes propriétaire et quels sont les locataires éventuels. Donc, premier défi qui s'offre en fait aux gestionnaires de patrimoine immobilier, c'est d'arriver à bien connaître la taille de son patrimoine. Alors, ce qu'on demande également aux gestionnaires, c'est avant tout d'arriver à piloter au mieux son patrimoine immobilier. Alors, pour ça, plusieurs défis sont à relever, à savoir arriver à satisfaire la réglementation existante, d'arriver à respecter les normes et les lois en vigueur, à savoir rendre accessible à tout type de public ces bâtiments et ces infrastructures, assurer la sécurité incendie, traiter le risque amiante ou encore de veiller à la sûreté de vos sites. Et autre défi, arriver à résorber la vétusté. Donc, le patrimoine, c'est un objet mouvant, vivant. Il va se dégrader au fil du temps. Donc, pour lutter contre cette vieillesse et obsolescence des différents équipements le constituant, on va être amené en fait à remplacer, réparer, refaire, reprendre tout un tas d'actions en fait de travaux à réaliser sur son patrimoine immobilier. Autre enjeu, d'arriver à réduire ses dépenses énergétiques. Donc, c'est un défi qui est d'ores et déjà actuel et qui tend à devenir prépondérant. Cette action, elle est bénéfique à la fois pour réduire vos dépenses financières, mais aussi pour protéger l'environnement et en utilisant en fait à bon escient les ressources disponibles. Autre défi, planifier ses investissements. Donc là, arriver à identifier ses investissements à prévoir, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà bien. Les planifier dans le temps, c'est encore mieux. Alors, pour ça, il faudra arriver en fait à composer avec la capacité de financement de votre organisation, qui est généralement en fait en deçà du montant qu'il faudrait consentir pour réaliser l'ensemble des travaux. Donc c'est pour ça qu'on va être amené à prioriser ces différents choix. Enfin, optimiser les locaux, donc défi qu'on fait également apparaître pour le gestionnaire de patrimoine. Il est relié aux deux précédents. Bien souvent, donc beaucoup de mètres carrés sont aujourd'hui sous-utilisés, voire inoccupés. Ils peuvent représenter des charges aussi pour votre organisation. Donc, maîtriser ces espaces, ça vous permet en fait de garantir une bonne occupation des locaux et des dépenses qui sont optimisées. Donc, la mission du gestionnaire est d'arriver à travailler au quotidien sur l'ensemble de ces défis. Un autre qu'on aime bien illustrer, tel qu'il apparaît sur cette diapositive, c'est celui de la hiérarchisation des besoins. Donc, pour les connaître, il faut avant tout les recueillir. Et si vous demandez en fait à vos différents utilisateurs quels sont-ils, quels sont ces besoins, très vite vous allez comprendre en fait que chacun s'identifie comme étant le plus prioritaire. Difficile pour vous alors de faire des choix. Chez TB Maestro, on essaye en fait de collecter ces différentes données, ce qui va vous permettre en fait de caractériser votre patrimoine, l'état général, administratif, technique, mais aussi fonctionnel. Et on va vous aider à objectiver votre prise de décision. Donc les conseils que nous vous formulons, ils sont appuyés en fait sur la neutralité des indicateurs que nous déterminons durant nos audits. Chez TB Maestro, on est là en fait pour vous aider à prendre les meilleures décisions pour gérer au mieux vos bâtiments et vos infrastructures. Quelques mots sur la société. Donc, comme je vous le disais en préambule, on est des AMO spécialisés dans le conseil en gestion d'actifs physiques, bâtiments et infrastructures. On est aujourd'hui une vingtaine de personnes basées sur Paris et on réalise des missions partout en France. Alors, nos interventions, elles visent à couvrir les 3 thématiques suivantes. Donc, on a le champ, le volet de la connaissance, ce qui va vous aider en fait à bien connaître votre patrimoine immobilier et selon différents champs, technique, énergétique, fonctionnel, urbain, financier, ce qui va vous permettre d'arbitrer les différentes actions à mener. Nos missions, elles respectent également en fait une méthodologie qui est bien définie, suivant des procédés qui sont normalisés, c'est-à-dire qui renvoient à des normes existantes, notamment l'ISO 55000, qui est relative à l'asset management, gestion d'actifs. On est là pour produire des indicateurs de performance qui sont simples et compréhensibles par un large public. Le but, c'est d'arriver à fédérer un maximum d'acteurs. Enfin,
on va vous aider en fait à construire votre stratégie immobilière à travers des conseils et formalisation d'outils d'aide à la décision, des graphiques, des tableaux, et on va travailler en fait pour que la stratégie définie soit la plus pérenne possible. Alors, quelques exemples de références sur cette diapositive. À ce jour, on collecte plus d'une centaine de missions réalisées auprès de tout type d'organisations, aussi bien des organismes publics que privés, donc des collectivités territoriales principalement, des villes, des EPCI, des départements, des associations, de l'hospitalier, du logement, de l'aéroportuaire, du portuaire ou encore du ferroviaire. L'avantage de la méthodologie TB Maestro, c'est qu'elle puisse s'appliquer en fait sur tout type de patrimoine. Les principales prestations réalisées correspondent aujourd'hui à des audits de patrimoine immobilier, donc des collectes de besoins techniques ou jusqu'à l'élaboration, la mise en place en fait de PPI, ce qui va vous permettre en fait d'aller jusqu'à l'élaboration d'un schéma directeur immobilier. Donc c'était le cas notamment en fait des villes de Niort, de La Rochelle, d'Auxerre, de Montbéliard, de Chambéry, communautés de communes également, donc celle des Couévrons dans la Mayenne, celle du Thouarcet dans les Deux-Sèvres, ou encore même des interventions près de départements comme en région parisienne, donc l'Essonne, le Val d'Oise, ou encore la Charente-Maritime et la Vendée. L'objet aujourd'hui en fait de cette présentation est vraiment axé sur le schéma directeur immobilier. Donc sur cette diapositive, je vais rentrer un peu plus en détail et je vais vous expliquer en quoi il vous serait utile dans la planification de votre stratégie immobilière. Tout d'abord, en guise de définition, on pourrait déjà dire en fait qu'il s'agit de votre feuille de route, celle qui va recenser en fait l'ensemble des opérations immobilières, les travaux, les réhabilitations, les cessions, toutes celles qui vont être à prévoir à court, moyen et long terme. Pour réaliser un SDI, on identifie 4 grandes étapes. Alors la première, elle renvoie à la notion de connaissance de son patrimoine immobilier. Alors pour cela, il est conseillé en fait de réaliser un audit complet de son parc. C'est d'arriver à recenser les différents travaux à prévoir pour maintenir ses actifs, déterminer des niveaux de vétusté, ça c'est l'angle technique, arriver à identifier les efforts à fournir pour viser une bonne adéquation entre la configuration de vos bâtiments et leur usage actuel, ça c'est plutôt l'aspect fonctionnel, et d'arriver également à cibler les espaces qui pourraient être densifiés, optimisés, voire mutualisés. Donc ça, c'est vraiment l'aspect occupationnel. On pourrait évoquer d'autres champs comme l'énergie, les finances ou encore les potentiels de mutabilité, donc urbains. Cet état des lieux, il va vous permettre de déterminer en fait des indicateurs de performance sur l'ensemble de votre parc et à différentes échelles, bâtiments, typologie, patrimoniale. On va ainsi pouvoir dresser des fiches carnets de santé pour connaître rapidement en fait l'état de vétusté, d'usage et d'occupation de vos différents actifs. Une fois ces indicateurs déterminés, on aime en fait les croiser les uns par rapport aux autres pour faire ressortir des pistes de stratégie. Donc on va notamment transmettre ces idées par le biais de présentations durant des ateliers qu'on va nommer des groupes de travail. Alors, durant ces groupes de travail, on identifie la vision stratégique globale définie sur la typologie qui est concernée, et c'est véritablement en fait l'étape numéro 2. Alors cette vision, elle peut être politique. Par exemple, si on se focalise sur la thématique associative, l'idée politique peut être est-ce que j'ai une volonté de promouvoir la mutualisation de mes locaux associatifs? Est-ce que ma volonté est d'avoir des centres associatifs dans chaque quartier de la ville? Est-ce que c'est de restreindre les locaux municipaux à des associations au rayonnement local? Voilà, ce genre d'interrogation qu'on peut se poser en préambule en fait, du groupe de travail. La vision, elle peut être également réglementaire, c'est-à-dire d'arriver à rendre accessible aux personnes à mobilité réduite tous mes bâtiments accueillant du public, d'arriver à traiter le risque amiante ou encore satisfaire le décret tertiaire, à savoir donc la réduction des consommations énergétiques sur le parc tertiaire à horizon 2030, 40 et 50. On peut également se fixer des objectifs quantifiés, donc d'arriver à réduire de X% la superficie de mon patrimoine ou encore d'arriver à diminuer de X% mes dépenses de fonctionnement. Ça reste à définir. L'étape numéro 3, elle revient à identifier toutes les opérations immobilières à prévoir à court, moyen et long terme. Donc, les analyses croisées des indicateurs couplés à la vision stratégique, ça va nous permettre en fait de faire émaner des scénarios d'opération. On va ainsi lister toutes les réhabilitations, les éventuelles constructions neuves, les réorganisations d'espace, les réaménagements fonctionnels ou encore des cessions envisageables.
On va ainsi disposer en fait d'un recensement de toutes ces actions à prévoir à horizon 10-15 ans, et donc celles qui vont être amenées à être réalisées sur votre patrimoine immobilier. Pour pérenniser votre plan d'action, il est conseillé en fait de faire vivre votre outil. Donc, mettre à jour vos données, ça va vous permettre de suivre plus facilement en fait vos indicateurs de performance et de visualiser l'évolution de votre patrimoine. C'est l'étape numéro 4. On peut également insister sur le fait que un bon pilotage stratégique identifié dès l'implantation de votre SDI, ça va vous garantir un schéma directeur suivi sur de nombreuses années. Alors, vous l'aurez compris, hein, les enjeux et les bénéfices du SDI sont multiples. C'est ce qui apparaît en fait au bas de cette diapositive, hein. Vous allez augmenter grâce à l'audit réalisé votre connaissance sur votre patrimoine immobilier. Vous allez pouvoir également le partager avec vos pairs, hein, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Pour les collectivités territoriales, vous allez pouvoir pleinement en fait adapter votre offre de service par rapport aux besoins des administrés, et donc obtenir en fait une meilleure qualité de service offert à votre population. Les besoins financiers, ils vont pouvoir être anticipés et donc mieux appréhendés. Vous allez pouvoir disposer en fait de la liste des différents projets. Donc c'est plus facile pour vous d'arbitrer les décisions et vos orientations budgétaires. L'avantage, c'est que vous ne naviguerez plus à vue. Enfin, donc, vous allez pouvoir faciliter grandement votre communication et votre reddition de comptes. Le plan d'action, puisqu'il est formalisé, ça va être plus facile d'échanger avec vos élus, la direction générale ou encore les autres services de la collectivité. On peut les nommer les services des finances notamment. Donc, visuellement, voici quelques exemples de supports durant l'élaboration d'un SDI. En plus de l'inventaire de toutes les actions, toutes les opérations immobilières et explication des scénarios possibles, ce qui constituent les éléments clés de votre schéma directeur. L'idée pour construire la stratégie sur un outil aussi transversal que le patrimoine immobilier, c'est de pouvoir produire des outils d'aide à la décision clairs, visuels et synthétiques. À l'issue de l'audit, on sera en mesure en fait de produire des fiches actifs de type carnet de santé, donc ce que vous pouvez voir apparaître sur cette diapositive à droite. Donc c'est un résumé en 2-3 pages pour chaque bâtiment de ses caractéristiques techniques, administratives, techniques, financières, énergétiques, occupationnelles ou encore fonctionnelles. Et pour faciliter les échanges durant les groupes de travail, vous parlez des ateliers, on aime bien également vulgariser la connaissance, transmettre en fait les bonnes informations et pour cela en fait de s'appuyer sur des représentations de type schématique et cartographique pour expliquer en fait les différentes préconisations d'opérations immobilières, des cartes ou encore des logigrammes qu'il est possible de produire durant la mission. Alors, j'espère qu'en tout cas, voilà, ça vous a motivé à vous lancer dans une telle démarche. Donc là aussi, à l'image de la présentation de Stéphane, de vous communiquer en fait quelques conseils pour vous lancer au mieux en fait dans une démarche de type schéma directeur immobilier. J'en ai recensé 3 également. Alors le premier, c'est d'arriver à bien définir, à bien cibler vos objectifs. Donc, on l'a vu précédemment, ils peuvent répondre en fait ces objectifs à des intentions politiques ou réglementaires. Il va falloir que vous listiez également les différents indicateurs que vous voulez mettre en évidence. Ah, j'ai un sondage qui est apparu. C'est pas grave. Donc là, je reviens sur ma diapositive. Donc, je vous disais, arrivez à bien cibler vos enjeux répondant à des intentions politiques ou réglementaires, listez vos différents indicateurs, arrivez à cibler également votre périmètre d'études. Donc, bien souvent, lorsqu'on travaille notamment pour des collectivités territoriales, on est amené à travailler sur la totalité du parc. Mais il peut arriver qu'on travaille sur une ou 2 typologies, le scolaire, un focus sur le scolaire ou sur l'associatif par exemple. Et également d'arriver à fixer vos échéances. Donc là, ici, jusqu'à quand en fait vous souhaitez identifier vos opérations. Est-ce que c'est 10 ans, 15 ans, un mandat? Là aussi, habituellement, en fait, on est amené à travailler sur une décennie. Donc, horizon 10 ans, c'est déjà pas mal. Le conseil numéro 2, c'est d'arriver à identifier en fait qui pilotera votre mission. Donc, c'est important de l'identifier dès le démarrage en fait du projet. Donc, identifier votre référent SDI. Soit vous avez un gestionnaire de patrimoine et dans ce cas-là, le choix est assez évident. Sinon, vous pouvez privilégier un service qui utilise et gère quotidiennement votre patrimoine. Donc, les services techniques, les services aux affaires immobilières et foncières, le service urbanisme, pourquoi pas. Habituellement, chez TP Maestro, le prisme de la technique est plutôt mis en avant, d'où un référent ciblé en fait dans les services techniques.
Pour le comité de pilotage, il faudra associer en fait votre maire ou votre président, les élus, le ou les élus associés au patrimoine, ainsi que des membres de la direction générale, notamment le DGST, le ou la DGST. Enfin, dernier conseil, c'est d'arriver à commencer à centraliser en fait toute votre documentation relative à votre patrimoine. Alors, on sait que vous en avez, mais bien souvent elle est diffuse et répartie dans de nombreux services. Donc l'objectif, c'est de pouvoir arriver à la centraliser. Alors, dans un premier temps, c'est d'arriver à collecter en fait votre inventaire de patrimoine. Alors, pour cela, en fait, une base, ça peut être le patrimoine qui est aujourd'hui assuré, éventuellement à la SMACL. Donc, c'est la première étape. Ensuite, c'est d'arriver à centraliser vos diagnostics existants de type réglementaire, sécurité incendie, access PMR, vos ADAP, les diagnostics techniques amiantes, etc. D'autres études qui ont déjà pu être réalisées, donc le plan de renouvellement urbain, les révisions de la carte scolaire éventuellement, et puis également un vaste sujet qui correspond en fait à centraliser vos plans. Là, aujourd'hui, si vous ne disposiez pas de vos plans, partez à minima en fait de vos plans d'évacuation incendie. Donc, toutes ces informations, elles vont vous être grandement utiles pour démarrer l'audit de votre patrimoine. Donc, voilà, j'espère que ça vous a motivé en tout cas. J'espère que vous êtes prêts à vous lancer dans ce type de démarche. Là aussi, vous disposez en fait de mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des informations complémentaires par mail ou par téléphone. Également, si vous souhaitez disposer de retours d'expérience ou être assisté en fait par un AMO pour élaborer votre SDI, n'hésitez pas à me contacter. Donc, Thomas, je vais te laisser la parole pour une présentation en fait, des services de la société Osmose. Oui, merci Maxime. Bonjour à tous. Donc, on va passer la slide. Donc, je me présente rapidement, Thomas de Lamartini, je suis ingénieur d'affaires chez Osmose Group. Donc, j'interviens sur le secteur Paris-Île-de-France et Centre-Val de Loire, et au même titre que mes camarades qui sont sur tout le territoire national. Nous sommes en charge de la relation client du début jusqu'à la fin du projet. Et donc, on est les garants des prestations effectuées et des rendus pour répondre à nos besoins, enfin aux besoins de nos clients. Quelques mots sur Osmose Group, c'est une société à taille humaine qui intervient dans la France entière et dans le monde pour faire de la surveillance structurelle. Alors la surveillance structurelle qui a pour but en fait de rendre compte, de mesurer, de vérifier, de rendre compte de l'état de santé de vos ouvrages. On va sur cette présentation parler principalement des ouvrages de type bâtiment, qui peuvent être des IGH, des bâtiments courants, des établissements d'enseignement, des établissements sportifs, mais c'est aussi des ouvrages d'art, des ponts, et puis tout ce qui va être patrimoine un peu ancien, donc des églises, des basiliques, des cathédrales. Tous ces ouvrages, aujourd'hui, il y a un fort intérêt à les mettre en surveillance, puisque la surveillance structurelle permet de détecter de manière précoce des désordres. Alors, soit de détecter des désordres qui ne sont pas encore existants, mais qui peuvent survenir parce que les bâtiments sont vieillissants, parce que les conditions climatiques sont toujours plus difficiles et impactent de plus en plus les structures. Mais c'est aussi potentiellement de détecter des évolutions de ces désordres existants, donc de détecter l'accélération de ces désordres qui peut être néfaste pour vos ouvrages. On va rentrer dans directement donc, la présentation avec un premier sondage également qui va consister à observer sur votre patrimoine immobilier si vous avez des ouvrages à risque. Alors, des ouvrages à risque de type bâtiment, pont, qui peuvent soit être à risque parce qu'il y a déjà des pathologies, donc des inquiétudes, soit parce que ce sont des ouvrages importants qui sont sur, par exemple, un pont, un itinérant structurant, et que vous savez que cet ouvrage, si demain il a un problème, ça peut être très impactant pour votre collectivité. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre à ça. Voilà, gardez en tête que ça peut être des risques en cours aujourd'hui ou même des risques à venir potentiellement. Allez, on se laisse encore 10-15 secondes parce que le temps passe très vite. Pour l'instant, on voit une petite majorité de oui qui se dégage. Allez, encore 5-10 secondes. Et puis après, on va enchaîner.
Bon. Ça a l'air assez mitigé. Il y a, je pense, voilà, un petit peu plus de oui, donc des inquiétudes sur des ouvrages. On pourra revenir sur le résultat du sondage. Donc, je vous laisse poursuivre pour ceux qui veulent, et puis moi, je vais reprendre la présentation. Donc, voilà, sur la présentation. Donc, en préambule, un petit rappel sur les responsabilités d'un maître d'ouvrage, avec des éléments qui, forcément, vont nous intéresser pour cette présentation. Les maîtres d'ouvrage, je vous rappelle simplement que vous devez maintenir vos ouvrages en bon état de service, que si vous devez effectuer des travaux d'entretien, de réparation, eh bien, ça fait partie de vos engagements. Et il y a également un aspect sécuritaire, de mise en sécurité du bien et des personnes, et qu'en cas de problème, eh bien, vous êtes aussi en charge et responsable de mettre des mesures d'urgence de sécurité. Donc, c'est important parce que le contexte le montre, il y a de plus en plus de problèmes sur les différentes typologies d'ouvrages, et vous êtes responsable. Et donc, aujourd'hui, ma présentation va consister à vous présenter qu'il existe des solutions pour vous accompagner, pour vous aider à prendre des décisions, à mettre en sécurité des ouvrages, à avoir suffisamment d'informations pour vous aider à planifier, à mieux gérer vos ouvrages. Et tout ça, c'est basé sur de l'information réelle, comportementale, que l'on va obtenir en allant ausculter vos bâtiments, au même titre que quelqu'un va aller chez le docteur pour savoir quel est son état de santé. Nous, on fait la même chose avec les bâtiments. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Ce qu'on fait notamment chez Osmos, et on est quelques sociétés à le faire, on est peu nombreux, c'est un marché de niche, pardon. Ça s'appelle le SHM. Le SHM pour Structural Health Monitoring, si on le traduit, ça signifie contrôler la santé des structures. Contrôler la santé des structures, c'est quelque part avoir une démarche proactive pour anticiper les risques. Et donc, anticiper les risques, on verra quels sont les types de contextes dans lesquels on va intervenir, quel type de situation. Mais l'idée, c'est de venir mettre en surveillance votre ouvrage via des dispositifs performants pour comprendre si votre ouvrage va bien ou si justement, dans le temps, il va commencer à se dégrader et qu'il va falloir engager des actions pour le préserver, pour le pérenniser. Il faut savoir que le SHM, ce n'est pas quelque chose qui est très récent, ça existe depuis des dizaines d'années, sauf que c'est les nouvelles technologies qui font qu'aujourd'hui, il existe des capteurs, des appareils de mesure qui sont extrêmement précis, extrêmement puissants et qui nous apportent des données très riches et donc qui nous permettent d'anticiper un peu les pathologies qui peuvent survenir. En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est votre ouvrage dans le temps, il va évoluer, il est soumis à des sollicitations extérieures, par exemple les conditions climatiques, et votre ouvrage, eh bien, on est capable de l'observer en temps réel et en continu et de voir comment il se comporte, quel est son état de santé aujourd'hui et comment il devrait se comporter dans les années à venir en lien avec ce qu'on observe via les capteurs. Voilà. Donc, quels sont ces premiers bénéfices qu'on peut apporter aux maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés? Ils sont assez nombreux. Il y a un aspect sécuritaire, que votre ouvrage ait des pathologies ou non. Le mettre en surveillance, ça permet d'avoir une vision à chaque instant de son état de santé. Et lorsqu'il y a notamment quelques pathologies, quelques problématiques structurelles, eh bien, les dispositifs sont capables de vous prévenir. Voilà. Le fait d'avoir un suivi en continu, on va être capable de vous dire, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose sur votre ouvrage, aujourd'hui, il y a un réagencement des charges dans l'ouvrage, il y a quelque chose qui fait que la pérennisation de votre ouvrage est en train de se dégrader. Et donc, ces dispositifs sont capables de vous alerter lorsqu'il y a des évolutions comme ça qui sont détectées de manière précoce. Plus on anticipe, plus on va pouvoir éviter des dommages irréversibles et qui sont bien souvent très coûteux parce que quand il y a des gros problématiques et qu'on intervient de manière un peu tardive, généralement, c'est des travaux. Et les travaux, eh bien, c'est une note assez salée parce qu'ils sont souvent surdimensionnés, parce qu'on prend toutes les marges de sécurité qu'il faut. Et donc, derrière, eh bien, c'est des travaux lourds, ça coûte beaucoup d'argent. Et en fait, on va se rendre compte que ce n'est pas toujours essentiel et qu'on peut des fois anticiper et trouver des solutions plus simples ou en tout cas adapter les travaux s'il le fallait. Ce que fait le SHM, c'est d'une manière générale, il va vous permettre de prolonger la durée de vie. L'objectif, et notre objectif, c'est préserver et pérenniser vos ouvrages. Plus on anticipe, plus on va pouvoir éviter de lancer des travaux. Et donc, quelque part, on a une démarche un peu développement durable puisqu'on va éviter
d'utiliser trop de matière, trop d'énergie pour à chaque fois passer sur la case travaux et pérenniser plus en amont, adapter notre maintenance, adapter notre gestion pour pérenniser l'ouvrage dans le temps. Et ce qu'il faut comprendre avec le SHM, c'est qu'en fait, ce sont de l'information, ce sont des données que l'on récupère. Et toutes ces données, il y a une expertise qui est faite derrière pour vous rendre compte de son état de santé et vous permettre d'agir, de prendre des décisions. Donc, ça vous permet de prendre des décisions parce qu'on va vous dire comment est votre bâtiment, s'il se comporte bien ou pas et comment il évolue dans le temps. Mais surtout, on va vous donner le temps d'agir. Puisque le fait d'être sous surveillance, et ce sont des suivis qui sont sur du moyen long terme, ce n'est pas des suivis sur quelques jours, c'est plutôt quelques mois, plusieurs années, on va être capable de vous rassurer et de vous dire, voilà, votre ouvrage, il est suivi, on va observer dans le temps comment il évolue, et donc vous allez pouvoir, si effectivement il y a des actions à mener à court, moyen, long terme, vous laissez le temps de les définir, donc d'engager une mission type bureau d'études classique pour savoir quels travaux, quelles réparations il faudrait faire, de lancer des appels d'offres, de sélectionner les entreprises qui vont faire des travaux, etc., etc. Donc, l'information comportementale, on va dire anticipative, vous permet de planifier dans le temps, d'optimiser vos budgets, de maintenir un niveau de service adapté, puisque le fait de mettre en surveillance, ça vous rassure et ça permet de dire mon ouvrage, je vais savoir à chaque instant comment il se comporte. Donc voilà, c'est tout un tas d'informations qui vous permettent de vous aider dans les décisions à prendre à l'avenir pour gérer au mieux vos ouvrages. Sur la slide suivante, on va faire un petit état d'osmose. On est peu de sociétés, je l'ai dit, c'est un marché de niche. Et certaines sociétés comme la nôtre, pour le coup, ont un modèle intégré complet. C'est-à-dire que l'on intervient de A à Z sur le projet. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour vous parce qu'on va s'occuper dès la phase définition du besoin avec vous, s'intéresser à votre ouvrage, aux problématiques, au contexte, à d'éventuelles pathologies ou autres qui sont déjà présentes, et essayer de définir avec vous quel est le besoin réel du moment et à venir. Une fois que c'est fait, on va construire la proposition, c'est-à-dire le dispositif qui est le plus adapté. Pour ça, Osmose fabrique des capteurs. Certains dispositifs sont d'ailleurs brevetés, mais on va aussi utiliser tous les dispositifs qui sont disponibles sur le marché et que certaines sociétés fabriquent, ce sont des instrumentistes, pour avoir des solutions la plus complètes possible et pour vous apporter des solutions qui répondent en quasiment la totalité des sujets qui pourraient être demandés. Donc, on va partir sur cette captation de données en instrumentant votre ouvrage avec des dispositifs très performants. On va récupérer cette donnée, donc c'est toute la partie transfert, stockage sur nos serveurs. Tout ça, c'est fait par Osmose. Toutes les données brutes sont disponibles par Osmose et par nos clients, par des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre, des experts, etc., sur une plateforme. Et toute cette donnée, elle est aussi analysée par Osmose. Et c'est là aussi la plus-value des sociétés telles que la nôtre, c'est qu'on expertise et on a un bureau d'études et une direction scientifique qui aujourd'hui développent des algorithmes pour aller chercher l'information qui est perdue au milieu de milliers de données pour aller chercher l'information qui nous intéresse. Et donc, on a une expertise là-dessus pour avoir des données, en tout cas des analyses qui sont plus ou moins poussées en fonction de ce que l'on veut observer et ce que l'on veut comprendre de l'ouvrage. Donc, des projets qui sont suivis de A à Z jusqu'à la fin du projet où on récupère les dispositifs et puis vous savez quel est l'état de santé de son ouvrage et comment vous allez pouvoir le gérer dans le temps. Prochaine slide, c'est une vue un petit peu macro. Voilà, vous avez une ville avec les différentes typologies d'ouvrages, des bâtiments publics, donc d'établissements d'enseignement, des équipements sportifs, ça peut être des bâtiments un peu plus courants de bureaux, de stockage, ça va être des chantiers qui sont à proximité donc de vos ouvrages. C'est du patrimoine historique comme les églises, c'est des ponts, des ouvrages d'art. Tous ces ouvrages, il y a une approche qui est différente. On ne va pas proposer une même solution sur un pont que sur un bâtiment. Et de même, on ne va pas avoir la même approche sur un bâtiment que sur un patrimoine ancien qui doit être préservé aussi parce qu'il est inscrit ou classé au titre des monuments historiques. Et donc, on a une mise en œuvre de dispositifs qui est un peu différente. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de cette approche,
pour tous ces types d'ouvrages, il y a des solutions qui sont possibles, et quel que soit le contexte, qu'on soit là de manière très anticipative ou parce qu'il y a une gestion de crise, on va pouvoir intervenir et apporter des propositions et des solutions. En quelques mots, peu de maîtres d'ouvrage font appel à nous pour du préventif. On va dire que c'est plutôt des maîtres d'ouvrage privés. Mais par exemple, pour vous donner quelques références, le Stade de France, c'est un ouvrage qui est suivi depuis sa création en 97-98. Il y a toute la toiture qui est en surveillance parce qu'il s'inquiétait de l'impact du vent. Et donc, depuis 20 ans, on a des données extrêmement riches pour voir et rendre compte de l'évolution de cet ouvrage depuis 20 ans et dans les années à venir. Au même titre, à la Défense, il y a des tours qui sont alors, anciennes ou en construction. La plupart de ces tours sont mises en surveillance parce que avec quelques capteurs, on peut suivre l'ouvrage déjà. Donc, ce n'est pas forcément des dispositifs qui vont être extrêmement chers, même s'ils s'adressent uniquement à du professionnel, mais aussi l'activité. Les projets du Grand Paris avec les sous-sols qui sont en briques gruyères font que eh bien, il y a des ouvrages comme ça qui sont mis en surveillance dès la création ou de manière assez anticipative et qui rentrent dans les plans de maintenance. Et donc, aujourd'hui, on est capable de donner tous les ans une évolution du comportement global de l'ouvrage aux gestionnaires. Là où on fait beaucoup plus appel à nous, ça va être de l'aide à l'expertise. Là, pour le coup, il y a déjà des inquiétudes, il y a des doutes. Vous avez des bâtiments avec des fissures et vous ne savez pas si c'est fissures, si c'est affaissements, si c'est déversements, ces basculements, toutes ces pathologies visibles visuellement, sont impactantes ou pas sur l'ouvrage. Aujourd'hui, l'ouvrage, c'est normal qu'il peut avoir des fissures. Les bâtiments bougent, ils évoluent, les matériaux se dilatent, se rétractent, ne serait-ce avec les variations de température. Donc, est-ce que aujourd'hui, mon bâtiment qui est fissuré, mon école qui est fissurée, elle est problématique? Est-ce que je dois engager des travaux ou pas? En faisant un suivi sur quelques mois, on est capable déjà de vous dire oui, elle a bougé, elle évolue, mais dans des ordres de grandeur qui sont acceptables et au final, elle ne met pas en péril l'utilisation de l'ouvrage. Donc, vous pouvez continuer comme ça et puis à la limite, vous pouvez vous laisser le temps de laisser en surveillance quelques temps pour voir comment ça évolue, avoir la cinétique d'évolution et puis derrière, avoir une idée un peu de manière prédictive sur comment va se comporter l'ouvrage dans les années à venir s'il reste sur ces évolutions mesurées. Il y a du travaux, de plus en plus de suivi de travaux. Il faut savoir que dans la plupart des gros travaux, les entreprises générales doivent faire de l'auscultation et très souvent, c'est de la topo. Donc, ce sont des géomètres qui viennent mesurer le déplacement de l'ouvrage de manière ponctuelle. Ils viennent prendre une photo tous les mois, tous les 6 mois, voilà, de manière un peu régulière, mais ça reste une photo. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux mesures distinctes de 6 mois, d'un an? Ils n'ont pas l'information. Et c'est bien souvent des demandes qui nous sont faites suite à des référés préventifs où il y a un suivi d'avoisinant où des maîtres d'ouvrage doivent effectuer un contrôle externe et effectuer une mesure en continu. La mesure en continu, c'est en fait une vidéo. Le fait de suivre finalement à chaque seconde le comportement de l'ouvrage, vous allez voir des évolutions et de manière anticipative pouvoir dire là, il s'est passé quelque chose, on le voit clairement, il y a un basculement qui se fait de manière plus forte, il y a une évolution de fissure plus forte également, etc. Donc les suivis de travaux sont de plus en plus demandés. Et puis il y a la gestion de crise. La gestion de crise, c'est lié au sinistre, aux conditions climatiques de plus en plus hors normes, à des séismes, à un incendie. On pourra parler rapidement de Notre-Dame de Paris. Typiquement, un ouvrage qui a brûlé comme ça, toute la charpente, il y a une déstabilisation, il y a un risque d'effondrement de toutes les voûtes et d'une partie de la structure. Il faut venir rapidement, en urgence, mettre en surveillance pour déjà mettre en sécurité le bien et les personnes, et puis aussi vérifier comment va évoluer cet ouvrage sinistré dans le temps, voire même pendant la phase de travaux. Il est intéressant de vérifier l'impact des travaux en gardant les dispositifs, en gardant cette surveillance. Pour la prochaine slide, quelques références. On intervient en France et dans le monde entier, dans le monde avec des partenaires. Voilà des typologies de clients qui font appel à nous. Effectivement, beaucoup de départements sur les ouvrages d'art, les ponts, et de plus en plus, et le contexte joue pour nous. Ce sont aussi des petites communes, des communautés d'agglomération, communautés de communes, des gestionnaires de logements sociaux, et puis quelques aussi grands comptes, comme la RATP, la SNCF, qui font appel à nos solutions.
et puis le ministère de la Culture, avec notamment les DRAC. On intervient avec plusieurs DRAC en France, et puis l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame de Paris depuis l'incendie de 2019. Rapidement, de la recherche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le SHM, c'est quelque chose qui se développe énormément et que nous-mêmes, chez Osmos, on investit énormément de recherche pour toujours être capable de proposer des nouvelles solutions, d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse comportementale. Et donc, il y a plusieurs thèses, recherches qui sont faites avec des partenaires pour répondre à des problématiques où aujourd'hui les solutions sont un peu limitées. Nous allons maintenant rentrer dans quelques exemples d'applications pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous. J'ai 2-3 exemples sur des bâtiments et puis un cas un peu générique sur des ponts pour vous montrer ce qu'on peut faire. Pour des bâtiments, c'est assez simple. Là, c'est le château de Sucy-en-Brie. Le maître d'ouvrage avait des pathologies et devait vérifier comment elles évoluaient pour savoir est-ce qu'il doit s'en occuper ou non à court, moyen, long terme. On a mis en surveillance et on a regardé sur 12 mois effectivement, comment évoluaient les fissures, comment évoluaient les mouvements du bâtiment, est-ce que les vibrations aux alentours impactaient cet ouvrage, etc. Donc, une surveillance sur un an permet de mettre en avant si, oui, les pathologies sont inquiétantes, s'il faut gérer ça à court, moyen terme ou pas. Je passe, parce que le temps défile, sur d'autres exemples. Plutôt lié suivi de travaux. Là, c'est l'église, sur la partie gauche, si vous avez l'église de la Garenne-Colombe, où le maître d'ouvrage nous a missionné pour mettre en surveillance cet ouvrage pendant toute une phase de travaux, où ils sont venus créer des parkings souterrains tout autour de l'ouvrage. Forcément, les terrassements pouvaient déstabiliser l'ouvrage, et donc on a surveillé toute l'église avant les travaux, plusieurs mois avant les travaux, et pendant tous les travaux, pour vérifier que les travaux n'allaient pas avoir un impact et déstabiliser et créer des problématiques, des désordres structurels sur l'ouvrage. Sur le côté droit du slide, vous avez un autre exemple qui est un parking souterrain dans un centre commercial aux Pays-Bas. Je prends cet exemple surtout pour vous expliquer le principe de suivi continu. On a instrumenté un parking pour lequel il devait faire des travaux, et parce qu'il y avait des galeries souterraines non remblayées en sous-sol qui les inquiétaient. Effectivement, dans le temps, on ne sait pas comment elles se comportent, ces galeries. Elles peuvent s'agrandir, elles peuvent remonter dans le temps, etc. Donc, on a mis en surveillance. Et en fait, c'est un cas un peu anxiogène puisque nous avons, au cours du suivi, mis en évidence des problématiques. Nous avons pu informer le maître d'ouvrage que certains piliers se mettaient en compression, d'autres avaient l'effet inverse. Donc, on a expliqué qu'il y avait des reports de charge et que c'était très mauvais structurellement. Le maître d'ouvrage a fermé une partie du centre commercial et 3 jours plus tard, on a eu un effondrement. Il faut savoir que le centre commercial, depuis, a été complètement rasé et reconstruit. Donc, on a pu prévenir le maître d'ouvrage parce qu'on a eu une mesure en continu qui nous a permis d'alerter dès lors qu'on a vu des évolutions anormales. Voilà. Le troisième exemple que j'ai sur du bâtiment, c'est Notre-Dame de Paris. On est intervenu depuis quelques jours après l'incendie pour mettre en sécurité une bonne partie de l'ouvrage, toutes les voûtes qui menaçaient de s'effondrer. Et puis là, après, c'était le château de cartes. Donc, si une partie s'effondre, ça entraîne tout. Donc, on a mis en surveillance les zones effondrées, puis la totalité des voûtes. On a mis en surveillance aussi les arcs-boutants et les murs gouttereaux, puisqu'ils ont perdu la charpente qui faisait du poids et les arcs-boutants qui compensaient en fait les charges. On a perdu la toiture, donc forcément, on a potentiellement un effet inverse qui fait que les éléments qui étaient censés reprendre les charges poussent sur la structure. Donc, on est venu instrumenter ça. Et puis, il y a eu aussi l'échafaudage incendié qui menaçait à chaque instant de tomber, dont on n'avait aucune information parce que du coup, il avait subi les fortes températures et donc celui-ci était complètement inexplicable dans son comportement. Et donc, on a suivi pendant 1 an et demi la dépose de l'échafaudage incendié. Et aujourd'hui, Notre-Dame de Paris, on n'est plus trop sur une mise en sécurité parce qu'on a montré que l'ouvrage s'est comporté bien et puis maintenant, il y a toutes les protections et les mesures de sécurité qui ont été mises en œuvre, mais on est plus sur du diagnostic, comprendre comment se comportent les beffrois qui ont subi aussi les chaleurs, etc. Donc, ça vous montre un petit peu aussi les différentes phases. Ça peut être de la mise en sécurité, mais ça peut être aussi après comprendre l'évolution de l'ouvrage, son état de santé aujourd'hui et comment il faut faire et quels travaux il va falloir faire dans le futur. Très rapidement sur les ponts, tout ce qu'on peut faire sur du bâtiment, on peut le faire sur du pont. Il y a juste une solution que je mets en avant parce qu'elle est unique au monde, elle a été brevetée. C'est qu'aujourd'hui, avec un dispositif de suivi structurel, on est capable de vous donner le comportement de votre ouvrage, mais on est aussi de donner des informations sur l'usage.
on est capable de dire, ce qui nous intéresse sur des ponts, c'est les poids lourds. Il faut savoir que 1 million de véhicules impactent autant le pont qu'un poids lourd de 44 tonnes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est combien j'ai de poids lourds qui vont utiliser mon ouvrage. Est-ce qu'ils sont de plus en plus... Est-ce qu'il y a de plus en plus de poids lourds qui empruntent l'ouvrage? Est-ce qu'ils ne sont pas de plus en plus chargés? De quelle manière est-ce qu'ils impactent notre ouvrage? Donc, on est capable d'avoir tout un tas d'informations sur l'usage, le type de véhicule, le nombre d'essieux, sa charge, sa vitesse de déplacement, etc. Et donc, après, on fait des analyses statistiques pour montrer que dans le temps, eh bien oui, l'ouvrage est sollicité de telle et telle manière et que ça a de plus en plus d'impact. Et donc, ça vous permet en fait de faire le lien entre les déformations structurelles et l'usage pour mieux optimiser la maintenance et la mise en service et on va dire le niveau de service de l'ouvrage. Voilà, je passe rapidement parce que malheureusement le temps est compté. Je vais finir sur 3 conseils qui sont utiles pour préserver et pérenniser vos ouvrages. Le premier, c'est toujours une gestion proactive, c'est anticiper. Plus vous arrivez tardivement, plus c'est en fait déjà trop tard, plus il va falloir engager des travaux, plus ça va coûter cher. Alors que si on anticipe, on va pouvoir détecter, on va pouvoir mieux apporter une maintenance, on va pouvoir prendre des décisions, se laisser le temps de prendre des décisions et finalement pouvoir avoir un niveau de service qui est le plus adapté. En cas d'inquiétude, et ça c'est le deuxième conseil, vous n'êtes pas tout seul, il y a des solutions qui vous permettent de dire je vais voir si mon ouvrage, oui, il a une pathologie, s'il se comporte bien ou s'il faut agir à court, moyen, long terme. Donc, on va vous apporter de l'information pour prendre des décisions et vous laisser le temps de prendre ces décisions. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Il faut se donner une information réelle qui correspond à l'état de santé, qui correspond en fait à l'état de l'ouvrage à l'instant T. Pour vous permettre de prendre des décisions. Et le dernier, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, toutes ces technologies permettent de qualifier et de quantifier ce comportement structurel pour adapter le niveau de service. Sur un pont, si vous regardez quel est son usage, avec les convois exceptionnels qui sont aussi de plus en plus récurrents, adapter l'usage avec le comportement de l'ouvrage pour le pérenniser dans le temps, pour adapter un niveau de service qui est le plus optimum et économiser derrière des coûts et du temps. Voilà, j'ai fini un peu rapidement, mais il était déjà midi passé, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis merci d'avoir été aussi nombreux à nous écouter. Je crois qu'il y a une petite conclusion, donc je vais laisser après la parole à Pamela, si je ne dis pas de bêtises. Pamela, est-ce que tu es avec nous? Bon, écoutez, au pire, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Désolée Thomas, un petit problème technique. Bon. En tout cas, merci beaucoup à tous. On a effectivement dépassé le timing. Je vous propose, vous avez posé, différents d'entre vous ont posé des questions. Je propose peut-être à ce qu'on vous réponde au moins à une question par intervenant. Et on vous mettra en tout cas, et les supports, parce qu'on a vu que vous vouliez les supports, le replay bien entendu. Et surtout, on va vous mettre la liste des questions-réponses que vous avez posées sur le fil. Donc, je propose à Stéphane peut-être de répondre à une des questions qui a été posée concernant la prévention SMAC. Là. Oui, merci Pamela. Juste avant de répondre à une question, je voulais vous présenter les résultats du sondage. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de le faire pendant ma présentation. À la question, avez-vous déjà réalisé un diagnostic organisationnel? Oui, à 10%, non à 90%. Voilà, donc tout cela pour dire que ce point-là est un point important dans une démarche de prévention. J'ai donc beaucoup de questions, effectivement. J'ai choisi celle qui parlait du cahier des charges, prévention dans le cahier des charges, mais de quelle façon? Là, je dirais que c'est un travail conjoint, notamment avec les auditeurs d'assurance. La plupart des sociétaires, des collectivités passent par des auditeurs d'assurance pour rédiger un cahier des charges. Et là, un des intérêts serait peut-être
d'inclure une ou plusieurs questions notées abordant les possibilités d'action des personnes, des sociétés qui répondront, donc des possibilités d'action en matière de prévention. Voilà, sachez que SMACL a ce qu'on appelle des engagements prévention patrimoine, qui sont à différents niveaux. Un premier niveau avec un accès, je dirais, gratuit, et un deuxième niveau qui, s'y sont inclus dans les cahiers des charges, sont également gratuits ou, je dirais, peuvent aussi avoir un aspect payant dans certaines configurations. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas pour qu'on puisse vous proposer en matière de réponse aux appels d'offres d'assurance les démarches prévention. Je vais peut-être laisser la parole à Maxime. Du coup, oui, c'est Maxime qui va choisir quelques questions. Ok. Je voulais faire apparaître, publier celle-ci. Voilà. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus arriver à rebondir en fait sur un constat qui est fait par Fabienne ici, qui est intervenue. Effectivement, ça peut être assez complexe en fait suite à des nombreux transferts de compétences ou même acquisition de nouveaux biens, de connaître en fait et d'estimer l'état des biens. Donc pour ça, c'est juste en fait là aussi, je peux compléter un peu la présentation. C'est que chez TB, on croise en fait 3 faisceaux d'analyse lorsqu'on réalise justement nos missions d'audit. C'est à la fois en fait de valoriser en fait toute l'information, aujourd'hui la documentation existante. Voilà, arriver à tracer, collecter en fait les différentes bases de données et qu'on va concaténer et mettre à jour. Le deuxième point, c'est d'arriver à visiter l'ensemble des sites, donc ce qui peut prendre un petit peu de temps. Mais là, en fait, pour réaliser nos missions, nous, ce qu'on valorise, en fait, c'est un mode présentiel, c'est-à-dire que le chef de projet est en implantation dans votre collectivité et pour justement aller visiter et dresser un état des lieux et rencontrer aussi vos utilisateurs sur chacun de vos bâtiments. Et enfin, troisième faisceau, c'est des entretiens avec les services internes, donc techniques et gestionnaires, et éventuellement, s'il s'agit de transfert de compétences, éventuellement aller rencontrer en fait la collectivité qui a cédé ou transféré son patrimoine. Donc, là aussi, l'objectif, c'est d'arriver à déterminer un inventaire qui soit le plus complet et exhaustif possible. Donc, Thomas, je vais te laisser la parole. Tu puisses rebondir sur une de tes questions. Oui, écoutez, donc moi, il y a une question qui est la durée moyenne conseillée pour une démarche de surveillance structurelle. En moyenne, c'est un suivi sur 1 an, qui s'explique très bien, puisqu'en fait, l'intérêt, c'est de vivre le cycle saisonnier complet. Et donc, en fait, nous, on va pas vous dire ce qui s'est passé avant sur l'ouvrage, mais on va vous dire à partir du moment où on est arrivé sur l'ouvrage. Et donc, si on regarde sur 12 mois avec un cycle saisonnier complet, on sera déjà à même de comprendre les évolutions sur les 4 cycles et donc avec les variations de température. Et notre stress de regarder si au bout d'1 an, on a un résiduel lié à une fissure ou à une inclinaison ou autre pour justement voir si potentiellement, oui, ça a bougé, mais on revient à une valeur initiale. Et donc, auquel cas, c'est plutôt rassurant. Soit effectivement, on voit cette évolution et on est capable de dire au bout d'1 an, oui, à variation de température égale, à période égale, on a une évolution, on a un résidu, et auquel cas, on peut finalement, dans le temps, comme ça, montrer que si ça continue et que ça ne revient jamais à une valeur initiale, ça peut être assez problématique. Voilà. Donc, le suivi courant d'une surveillance structurelle, c'est 12 mois. Et dans pas mal de cas, derrière les maîtres d'ouvrage, si derrière il y a des travaux, ils vont laisser les dispositifs pour suivre ces travaux. Donc, c'est un suivi avant, pendant, après travaux. Et donc, des fois, les suivis peuvent devenir pluriannuels. Mais on va dire qu'au bas mot, c'est 12 mois. Et peut-être dans les cadres de chantier, où là, le chantier dure 6 mois, il faut suivre 6 mois. Stricto sensu, on respecte ça, mais voilà, plutôt 12 mois. Voilà. Je crois que c'était une seule question, parce qu'il est déjà 12h15. Donc, merci encore une fois. Vous remercier pour votre participation active. On a encore des questions qui continuent à s'afficher.
Ne vous inquiétez pas, effectivement, on va et vous faire parvenir le replay et vous faire parvenir le support. Il y a eu beaucoup de demandes également là-dessus. Et bien entendu, l'ensemble des questions-réponses auxquelles on n'a pas pu vous apporter oralement la réponse aujourd'hui, mais vous aurez également ça par mail. Donc, n'hésitez pas à nous relaisser, en tout cas, vos coordonnées de manière à ce qu'on vous redirige l'ensemble de ces supports. On vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt pour d'autres thématiques avec SMAC l'assurance et des partenaires, en tout cas de services autour de nos contrats d'assurance, hein, puisqu'on essaye de vous apporter des compléments et des services satellites autour de vos contrats d'assurance. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.